Je voulais commencer par cette phrase de Mandela qui disait « Ne me jugez pas sur mes succès, mais jugez-moi au nombre de fois que je suis tombé et je me suis relevé. » Alors, je vais essayer en 18 minutes de vous dire combien de fois je suis tombé et combien de fois je me suis relevé. Je vais vous le décrire en 3 parties, qui pour moi sont les fondations, la résilience et le plus important, la main de Dieu. Avant ça, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Jean-Luc Abou Conan. Je suis né le 31 mars 1973 au CHU de Trècheville. J'avais moins de 2 kilos, donc j'ai appris très tôt à me relever. En 2009, j'ai eu l'idée de créer une banque, mais une banque différente. Pas une banque pour financer les grandes entreprises, pas non plus une banque pour faire de la microfinance comme tout le monde. Je voulais une banque pour accompagner la coiffeuse, la couturière, le boulanger, pour leur donner un type de financement qui ferait qu'ils soient les grandes entreprises de demain. Je m'en suis ouvert à quelques aînés qui étaient d'éminents banquiers. Ils m'ont tous découragé. Ils m'ont dit « Ne fais pas ça, tu vas perdre de l'argent, on ne peut pas prêter à cette clientèle, elle n'est pas fiable. » Et il y en a même un qui m'a dit « Mais toi, tu es déjà DG de banque, tu cherches quoi au juste ?» Et je n'avais pas écouté, on n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque. J'ai réuni quelques amis qui partageaient la même vision que moi, et je leur ai dit « Écoutez, si on arrive à travailler religieusement pendant quelque temps, on pourra accomplir quelque chose de grand. » Ils étaient là. Au début, il y avait Serge, il y avait Laïssa, il y avait Jacques, il y a eu ensuite Yalis, Chendou, Adeline, Alioune. Je mentionne leurs noms pour que quand ils regardent ce TEDx, ils sachent que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. En 2014, on a eu notre première licence. On a débuté nos activités, c'était en Guinée. Et dès qu'on a commencé, il y avait d'autres challenges. Les gens ont dit, mais c'est qui ces gens-là? On ne les connaît pas, c'est peut-être des escrocs, c'est peut-être même du blanchiment d'argent. On a tout entendu. Aujourd'hui, 3 ans après, on est présent dans 6 pays. Nous avons 900 employés. Nous avons 50 000 clients. Nous avons octroyé 20 000 crédits pour plus de 50 milliards à des maisons entrepreneurs. Et vous ne savez pas quoi? 2 des aînés qui me disaient qu'on était fous, ils travaillent à Cofina aujourd'hui. Je vous dis tout ça pour vous dire, il ne faut jamais laisser des gens vous détourner de vos rêves. Parce que quand ils vous disent que vous ne pouvez pas y arriver, en fait, ils se parlent à eux-mêmes, pas à vous. Et ces gens-là, il faut absolument les éloigner de vous. Alors, dans les moments où je doute un peu, vous savez ce que je fais? J'écoute des paroles qui me parlent, qui sont des paroles aussi de jeunes partis d'Anoumabo qui ont réinventé les codes. Je vais vous montrer ce que je fais. Est-ce qu'on peut passer? Tu peux y arriver. Motive-toi, cesse de pleurer. Dis-toi, rien ne peut te stopper. Ça le monde à tes pieds. Alors ensemble, on va danser pour oublier tous nos ennuis. Qu'est-ce que tu as besoin, on va chanter. C'est parti pour tuer. Tu es fou, nous aussi on est fou. On va décoller, on va s'enjailler.
Pourquoi on a parlé de fous? Parce que, en réalité, seuls ceux qui sont suffisamment fous pour penser qu'ils peuvent réinventer le monde ont des chances d'y arriver. Je vais vous parler de la première partie, qui sont les fondations. Je pense qu'Isabelle en a parlé tout à l'heure. On ne peut rien réussir de durable, Issa qui est architecte va le confirmer, sans des fondations solides. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des fondations solides. Mon père m'a toujours donné de bons conseils. Ma mère, qui est présente ici, vous aurez l'occasion de découvrir quand je vais dérouler un peu plus tard. J'ai eu ensuite ma seconde mère, qui en fait était ma nounou, Thérèse, qui maniait la chicotte avec beaucoup de brio. Ça fait que vous étiez obligé de marcher droit. Et enfin, ma troisième mère, c'est Renée, mon épouse. Elle est toujours zen. Elle est très spirituelle, moi je suis très physique. Et quand ça ne va pas, elle dit, ne t'inquiète pas, l'univers pourvoira. Je vais embrayer sur ce que j'appelle la résilience. Car sans résilience, on ne peut pas y arriver. J'ai créé 4 sociétés. Une première dans la restauration rapide, qui a fait faillite. Une seconde dans les importations de friperies, qui a fait faillite. Une troisième dans le transport collectif, qui a fait faillite. Et une quatrième dans le transit, qui a fait faillite également. La 5e société que j'ai créée, qui était dans la conception de produits chimiques, a bien fonctionné. Elle marchait relativement bien. J'ai même ouvert une filiale au Ghana à l'époque. Ça se développait et tout à coup, crac. On a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. Tous nos marchés sont tombés à l'eau. Et là, je ne me suis pas découragé. J'ai dit, l'échec, ce n'est qu'une occasion de recommencer quelque chose en mieux. Et donc, contre l'avis de tous, j'ai confié ma société au directeur commercial. J'ai passé des concours. Je suis retourné en France en master en ingénierie financière à l'ESC Toulouse et ensuite, la même année, en DESS en banque finance à Paris 5. Et c'est au terme de cette année de réapprentissage que ma carrière de banquier a commencé. J'ai d'abord travaillé à BNP Paribas, puis j'ai rejoint Citibank en Côte d'Ivoire. Et comme il était écrit dans mon destin que les choses ne devaient jamais se passer simplement, 1 an après être rentré, à cause de la situation politique qu'il y avait, notre département décide de transférer toutes les équipes en Afrique du Sud, mais de laisser les supports ici. J'étais analyste de crédit, ils estimaient qu'ils en avaient besoin. Ils n'avaient pas besoin de nous parce qu'il y en avait des moins chers à Johannesburg. Et comme, en temps, celui à qui j'avais confié ma société avait confondu chiffre d'affaires et bénéfices, j'avais plus de société. J'étais pour la première fois de ma vie au chômage, sans visibilité, parce que notre situation économique à l'époque, je vous rappelle, on avait eu le coup d'État de 99, le complot du cheval blanc, le complot de la Mercedes noire, le braquage de la BCAO, la rébellion, ça faisait beaucoup. Et dans ces moments-là, il faut se tourner aussi vers son Créateur. Et je vais embrayer sur la dernière partie, qui pour moi est la plus importante. C'est ce que j'appelle la main de Dieu. Après 1 semaine de chômage, j'ai reçu un coup de fil de l'ancien Premier ministre, Maître Aoussou Jano, qui était à l'époque ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé. Je ne le connaissais pas, on avait une connaissance en commun, il m'a appelé, il m'a dit, écoutez, j'ai entendu parler de vous, j'ai de grandes ambitions pour mon ministère, on a besoin d'un profil comme vous, qui parle l'anglais, qui connaît la finance, parce qu'on va aller à des conférences à l'étranger. J'ai hésité un peu et j'ai accepté, sans savoir que c'est cette décision qui allait me permettre de redevenir banquier. Les mêmes personnes qui m'avaient licencié 1 an plus tôt ont rejoint la Barclays Bank.
en Afrique du Sud. Ils avaient besoin de monter un département qui s'appelle Non-Presence Countries. C'est une expertise particulière qui demande de connaître le correspondent banking, mais aussi d'avoir une connaissance de l'administration publique, parce qu'on prêtait aussi aux États. Et vous voyez, sans le savoir, ce choix que j'avais fait me permettait d'obtenir mon premier poste de directeur dans une des plus prestigieuses banques au monde, qui était la Barclays à l'époque. Et c'est ça aussi la main de Dieu. Un jour, en mai 2008, j'étais à l'aéroport. Je quittais Accra pour rejoindre Abidjan. J'ai reçu le coup de fil de quelqu'un que je ne connaissais pas qui me parlait avec un accent anglophone étrange. Il m'a dit « Bonjour, mon nom est Tony Elumelou. Je suis le PDG du groupe UBA. J'ai entendu parler de vous. Est-ce que vous pouvez venir me voir à Lagos à mes frais ?» J'ai dit « Bon, écoutez, je prends l'avion, j'atterris à Abidjan. S'il y a un vol, je reviens vous voir. » J'ai atterri à Abidjan. Il y avait un vol 2 heures plus tard. J'ai sauté dans l'avion. Je suis arrivé à Lagos. Il était 10 heures du soir. Je suis arrivé chez lui. J'ai trouvé tout son comité de direction à la maison. Il a dit ceci. Je ne connais pas, c'est pas ce monsieur. Je l'ai appelé ce matin. Il était dans l'avion et il se trouve avec nous aujourd'hui. En ce qui me concerne, il n'y a plus d'interview. Donnez-lui son contrat. Voilà comment j'ai signé le plus gros contrat de ma vie en 2 heures de temps. Et les choses n'ont plus jamais été comme avant. J'ai été directeur général du Gabon. La filiale se portait bien. Et tout d'un coup, le groupe décide de me transférer au Sénégal parce que la filiale à l'époque était déficitaire. C'était un marché que je ne connaissais pas, qui est en plus très compétitif. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Je suis arrivé autour de août 2010 et, ma foi, le mois où j'arrivais, je reçois un mail de mon patron qui dit « Mais tu es la deuxième filiale qui perd le plus d'argent dans le groupe. » Je dis « Mais je viens d'arriver, quand même. » Et là, qu'est-ce que je me suis dit ? La main de Dieu. On a mis en place un projet qui s'appelait le projet 120, avec les mêmes équipes, qui était comment mettre la banque sur la base d'une profitabilité durable en 120 jours. En novembre 2010, la banque dégageait son premier bénéfice. Comme si ça ne devait pas s'arrêter là, 3 mois plus tard, on a signé la plus importante transaction jamais signée par le groupe UBA hors du Nigeria, faisant de la banque la principale banque partenaire de l'État pour les importations de pétrole, et ça m'a permis de gagner 2 fois de suite le titre de banquier de l'année au Sénégal. Pour faire de la mésofinance, il faut des compétences en banque, en conseil pour les process et également en microfinance. Nous avions les 2 premières. Pendant que j'étais à la télé en train de signer pour ce fameux deal, j'ai un ami de longue date avec qui j'avais fait mes études à Toulouse qui me voit à la télé. Après 20 ans, il me reconnaît. C'est un Sénégalais. Il me voit à la télé, il était plus âgé que moi. Il dit « Mais c'est mon petit ». Et il passe me voir au bureau. Pendant qu'on discute, je découvre qu'il était directeur au Crédit Mutuel du Sénégal, qui est la plus grande institution de microfinance de la sous-région. Et sans le savoir, le maillon qui manquait à la chaîne venait d'être découvert. Il m'a présenté à Marema Baokone, qui était la DG à l'époque, et qui est aujourd'hui DGA du groupe Cofina. Et notre institution repose beaucoup aujourd'hui sur ses épaules. C'est devenu plus qu'une collaboratrice, c'est une sœur. Elle est ici dans la salle aujourd'hui. Enfin, toujours la main de Dieu, on avait besoin d'avoir notre licence en Côte d'Ivoire, on n'avait pas assez de ressources. Il y avait un monsieur qui est présent dans la salle aussi, je le connais de longue date, c'est un banquier prudent. Malheureusement ou heureusement, il avait perdu son boulot, il avait eu des problèmes avec son employeur. Et je le connais, s'il n'avait pas perdu son boulot, il n'aurait jamais sauté dans le bateau Cofina.
Heureusement, il est venu, il a travaillé gratuitement pour nous. C'est Didier Logon qui est présent dans cette salle, jusqu'à ce qu'on obtienne la licence pour la Côte d'Ivoire. Et les choses se sont mises en place comme ça, les unes après les autres. La dernière chose que je veux vous dire à ce sujet, qui pour moi est la plus révélatrice de la main de Dieu, c'est un jour, en 2013, alors qu'on avait déposé notre licence depuis longtemps, et que ça ne venait pas, vous savez, les autorités décident, on parlait de ce qui n'est pas en votre contrôle. J'ai parlé avec mon épouse, j'ai dit, écoute, il faut qu'on commence à resserrer le budget familial parce que là, on n'a pas de visibilité. Je ne savais pas que notre fille, qui avait 5 ans à l'époque, Jeza nous avait entendus. Une semaine après, la maîtresse de ma fille parle à ma femme pour dire, ah, écoutez, je suis un peu inquiet, Jeza a l'air perturbée parce qu'elle nous a dit, papa a dit qu'on n'allait pas aller en vacances cette année parce qu'il n'y a plus d'argent. Là, j'ai dit, tu allais mettre ta famille où encore? Et le soir, alors que j'étais à la station-service, j'ai reçu un SMS que je vais vous montrer parce que je l'ai immortalisé dans mon bureau. Ce SMS, je vais vous lire ce qui est écrit dessus. Il est écrit « Mon fils, il ne faut jamais avoir peur de tout reprendre à zéro, ni de quitter la classe affaires pour aller en classe économique. Les grandes réalisations commencent par des grands sacrifices. » Cette photo que vous voyez là, c'est la photo de ma mère. Elle est ici dans la salle. Ce que vous ne savez pas, c'est que si vous avez une pièce de 25 francs CFA dans votre poche, c'est elle qui est sur la pièce de 25 francs CFA. Ce que vous ne savez pas également, c'est qu'elle était enceinte. Et de qui? De moi. Donc, indirectement, je suis sur la pièce de 25. Ce n'est pas un billet de 10 000, c'est une pièce de 25. La pièce qui est destinée à la plus grande masse. Ça veut dire que je devais faire de la mésofinance et être banquier aujourd'hui. Phénomène de la main de Dieu. On ne peut pas analyser la main de Dieu en regardant devant. On ne peut que constater son effet en regardant derrière. Et quand les situations arrivent, il faut faire confiance à son instinct et faire de son mieux en se disant que la main de Dieu va guider nos pas pour nous emmener dans la bonne direction. À Cofina, on a voulu faire une banque différente. On a voulu créer une finance plus inclusive pour notre continent et on s'est dit que les 20 000 méso-entrepreneurs qu'on a financés au cours des 2 dernières années employaient en moyenne 5 personnes. Ces 5 personnes-là faisaient vivre en moyenne 10 personnes. Ça veut dire que modestement, on a pu au cours de ces 2 dernières années impacter la vie de 1 million de personnes. Et on se dit que si on poursuit de la même façon, dans 10 ans, on aura pu changer peut-être la vie de 10 millions de personnes. Tout ça pour vous dire que la main de Dieu, quand elle se pose sur vous, les portes s'ouvrent les unes après les autres, comme par enchantement. Il faut en faire un bon usage, et quelle que soit votre intelligence, négligez jamais la main de Dieu. Je vous remercie.